Chantal Thomas, Le Testament d'Olympe. À Thierry. C'est sans faire le complice que d'entourer le crime de silence. Dépositaire des pages dans lesquelles ma sœur déroulait le fil de sa brûlante jeunesse, j'ai voulu leur donner une chance d'exister. Et je les ai fait précéder de mes propres souvenirs afin que, par ce livre, où nos deux histoires se rejoignent, se répare la blessure de nos vies séparées. Apolline de T, Londres, juillet 1771. Les lys du champ. Georges Siméon Sandraque, mon père, était un saint. Il avait montré dès sa petite enfance une piété qui faisait l'admiration de sa famille et l'espoir du curé de sa paroisse. Et si, ayant atteint l'âge où il devait se décider entre une vie dans le siècle et la retraite ecclésiastique, il choisit la première, ce ne fut pas séduit par de vains prestiges, mais dans la conviction que l'amour pour une femme, aussi vertueuse que l'était ma mère, ne pouvait l'écarter de la volonté divine. Il vit même dans le mariage un choix plus périlleux, la nécessité d'une vigilance accrue. Et vigilant, certes, il le fut. D'abord en unisson, avec la foi de ma mère qui n'était jamais si heureuse qu'en prière au pied d'un autel de la Vierge. Ensuite, en moins parfait accord, sans qu'il y eût jamais conflit véritable entre mes parents. Mais il y avait une légère dissonance, presque rien. Il ne s'agissait que d'une orientation plus ou moins pratique par rapport à l'existence. Mère, ne pouvant s'empêcher de jeter parfois un regard sur l'état de ses enfants, considérait que les besoins devaient être pris en compte au moins pour se maintenir à un niveau de survie. Ses exigences matérielles n'allaient pas au-delà. Alors que père balayait d'un geste la notion de besoin et les récriminations qui vont avec. Il avait accueilli dans la joie les naissances de mes 3 sœurs, Ursule, Marie-Jeanne, Adrienne, et de la Benjamine que j'étais, une joie entière et qui ne s'est jamais démentie en dépit de la fatalité d'une progéniture uniquement féminine et des précoces dispositions de trublion qu'Ursule, notre aînée, révéla dès le berceau. Elle était de loin, en sa blondeur faussement angélique et sa silhouette gracile, la plus belle et la plus charmante, et représenta, déjà toute petite, une source perpétuelle de tourments et d'enchantements. Je ne nomme ici que les enfants vivants, car entre mes sœurs et moi, et aussi précédant Ursule et me suivant, nombreux furent ceux qui moururent à peine nés, ou si jeunes que leur bref passage ne s'inscrivait nulle part, sauf en lettres creuses, au cimetière des enfants morts sans baptême, ou pour ceux qui avaient rendu l'âme selon des délais convenables, dans le marbre du tombeau familial, au cimetière Saint-Mexan. Les premiers seraient envoyés dans les limbes, au bord de l'enfer, les seconds iraient au paradis. À chaque fois que j'y pensais, je remerciais Dieu et mon ange gardien d'être vivante et baptisée, et d'être capable de marcher des lieux sans avoir trop mal aux pieds, parce que le cimetière Saint-Mexan était très éloigné de notre maison. Nous nous y rendions tous les dimanches. C'était un long trajet qui, au retour, m'arrachait des larmes de fatigue. À l'aller, j'étais joyeuse, comme si d'une fois sur l'autre, j'oubliais où j'allais, ou bien parce que l'incroyable vitalité qui émanait de la rue Sainte-Catherine, la presse des gens, le tournoiement des cris, la violence des senteurs de vin et de poissons fumés me plongeait dans l'ivresse. Tant duraient ces stations devant la dalle de marbre, marquée aux 4 coins d'un double liseré doré, qu'il me semble que c'est là que j'ai appris à lire. Je me répétais les noms de mes frères et sœurs, Richard, Adeline, Henriette, Gontran, Charles-Marie, Rose, et je m'efforçais de faire correspondre à cette litanie murmurée les signes énigmatiques gravés dans le marbre, frêles dépôts de leur vie disparue. Mais est-ce vraiment à leur nom,
Ajouter enfin des paternosters qui scandaient nos endormissements, que j'ai appris à lire, ou bien à ceux autrement entraînants qui brillaient en lettres radieuses sur les coques des navires amarrés au quai. L'Isabelle, l'heureux moine, l'Astrée, l'indifférent, le grand Paul, l'aimable Manon. The Blue Arrow, comment savoir? Ce n'était pas, en tout cas, seulement sur la mémoire de mes frères et sœurs que l'on nous emmenait nous recueillir, mais d'abord sur celle d'Adeline Claire Euphrasie Sandraque, née d'Ormois, la mère de mon père, à laquelle ce dernier vouait un culte. Elle avait cette habitude d'aller chaque soir, à la tombée du jour, chevaucher le long du fleuve. Mon père trouvait l'exploit aussi fort que celui de Jeanne d'Arc revêtant une armure. Et même Ursule, qui sans trêve était en rébellion contre la famille, sur cette image, grand-mère en audacieuse cavalière, partageait l'admiration de père. Pour mes parents, la frontière entre la vie et la mort était mince, sans doute illusoire. Les enfants défunts n'avaient pas une moindre réalité que nous quatre. D'ailleurs, on nous appelait indifféremment de leur nom ou d'une autre. J'avais le soupçon même qu'ils les préféraient. Ma mère, parce que de pures âmes la libéraient du souci de s'occuper d'êtres vivants et la rapprochait d'une fusion idéale avec son époux. Mon père, et le motif était le même au fond, parce que ni Adeline, ni Henriette, ni Charles-Marie, ni Gontran, ni Richard, qui avait eu le temps de se faire regretter, ni la toute petite Rose, dont j'avais sucé les doigts minuscules pour essayer de calmer ses cris, ne réclamait plus à manger. Or, pour mon père, je l'ai dit, l'idée de besoin était abominable. Il ne se sentait pas concerné par le problème de notre subsistance. À ses yeux, la vie matérielle n'était qu'abjection, même en ses aspects soi-disant spirituels, comme le goût de la beauté et l'inclination pour les arts. Mais s'il se contentait d'ignorer l'art, il était une chose qu'il honnissait en particulier et dont il se préservait davantage que de la peste, le travail. Malédiction originelle, penchant ignoble, péché d'orgueil et de désespoir. Il fallait être bien prétentieux par rapport au pouvoir de la nature pour oser se targuer d'en obtenir davantage que ce qu'elle nous offrait, et bien méfiant par rapport à Dieu pour ne pas s'en remettre, dans l'insouciance, à son parfait amour. Est-il ou n'est-il pas notre Père ? Proférait mon père en levant les yeux vers le plafond cloqué d'humidité de la cuisine, où, comme il faisait un peu frais dans le reste de la maison, nous nous réfugions l'hiver en attendant le souper qui tardait. Par la grâce de ces principes, qu'encore jeune homme, mon père n'avait jamais tenu secret, même auprès de son propre père qui les désapprouvait de tout son être, la fabrique de filets de pêche dont il avait hérité s'était effondrée avec une rapidité spectaculaire. Mon père, au début, s'était donné la peine de la regarder crouler. Ensuite, même de cela, il s'abstint. Des vauriens s'étaient mêlés au noyau des ouvriers fidèles qui, par respect pour l'aïeul, avaient accepté un temps de travailler sans être payés. Poussés par le besoin et effrayés par les vols et saccages auxquels se livraient les nouveaux arrivés, ils avaient renoncé et étaient allés se louer non loin chez le concurrent, à Mécréant. Telle était l'indifférence de mon père qu'il pouvait passer en étranger devant la bâtisse de bois pourri, aux fenêtres éventrées, aux escaliers béants, avec seulement intacte sur les débris de la façade l'enseigne un peu écaillée mais toujours visible d'une chaloupe bleue qui se balançait dans le ciel. Un jour, elle aussi était tombée. Restait la chaînette que le vent faisait grincer. Le regard de mon père se détournait, il préférait le jaune vif des buissons d'ajonc de l'autre côté du chemin. De sa décadence, il appréciait tous les avantages et surtout celui de jouir d'un temps fluide, illimité. Il s'éveillait chaque matin dans le bonheur de n'avoir rien à faire et soupirant d'aise. Mon père était inflexible. Il s'opposait, sans violence, mais avec une résolution de martyr, à cette tare qui gagnait toutes les sphères de la société.
À Bordeaux, elle était particulièrement triomphante. Nous étions entourés de laborieux de toute espèce, de gens qui, manifestement, doutaient de la main de Dieu. Ces individus se livraient au commerce en forcenés. Non contents de cultiver le nombre d'arpents de vigne qui aurait suffi à les désaltérer, ils s'activaient pour étendre leurs vignobles, améliorer la qualité du vin, accroître les bénéfices sur les ventes. Quelle honte, gémissait mon père. Cela seul le consolait de savoir que Bordeaux comptait exactement autant de négociants que de mendiants. Et il souriait quand il croisait une troupe de chasse-pauvres, ou de chasse-coquins, comme on les appelait aussi, en pleine activité. Il devait arrêter les mendiants et les mettre de force au travail, mais à peine embrigadés, les vagabonds s'échappaient. Bientôt d'ailleurs, à cause des guerres qui opposeraient la France à l'Angleterre, certains de ces négociants en vin, privés de leur principal client, iraient grossir la catégorie des mendiants. Cependant, un de ses plus grands sujets de stupeur et de déploration était de voir des nobles se battre pour obtenir le droit de travailler, le droit de devenir ignoble. « Ah, mes enfants, où allons-nous » Mais, osait timidement ma mère, s'ils meurent de faim dans leur palais désargenté, et si eux et leurs familles manquent du nécessaire au pied d'un arbre généalogique glorieux, certes, mais qui ne les nourrit pas, je vous en prie, ne me dites pas qu'ils n'ont pas dans leur palais quelque superfluité dont se défaire. Encore que leur véritable titre de gloire devrait être dans leur endurance à faire la sourde oreille aux cris de leur estomac. Cela, vous savez, n'est pas accordé à tout le monde. Rares sont les élus entièrement détachés des misères du corps. Vous l'êtes, je le suis, mais il y a de la dureté à obliger autrui à pareil renoncement. La chose était sans réplique, et nous, les enfants, pour l'heure assourdis par les clameurs de notre estomac, nous approuvions d'un faible mouvement de tête. Il n'y avait eu qu'un soupçon de nervosité dans les paroles de mon père. Son visage était à nouveau empreint de cette expression d'indicible contentement qui le caractérisait. Il disait le Bénédicité, remerciait la Providence pour la nourriture qu'elle nous prodiguait, pour ce brouet de maïs dont l'arrivée tant attendue nous donnait, à mes sœurs et à moi, des ardeurs furieuses. Il fallait se retenir de crier, bondir sur la table et avaler en quelques bouchées la pitance de la communauté. Mais nous nous contenions et nous avions encore le courage de nous émouvoir de la tendresse avec laquelle, après le Bénédicité, mon père effleurait la main de sa femme, faisant une légère pause sur le renflement d'or de l'anneau nuptial. Et si l'une de nous ne pouvait s'empêcher de balbutier qu'elle en reprendrait bien un peu, il y avait une douceur inimitable pour la convaincre du contraire. C'était gourmandise. La vraie faim était autre chose. « Ah oui ?» ironisait Ursule, qui raclait sa cuillère contre son assiette vide. La vraie faim. Il en avait été témoin pendant la famine de 1747, et il reprenait le récit de cette terrible famine. Je l'écoutais comme une légende. En 1747, disait mon père, les gens mouraient par milliers. Et ceux qui n'étaient pas encore morts erraient, tels des squelettes ambulants. C'étaient des paysans venus des vignobles éloignés et des landes. Au début, on leur avait distribué un pain noir fait d'avoine, de racines, de fougères et d'herbes. Quand il n'y eut plus rien, on ferma les portes de la ville. On les entendait qui appelaient au secours et mouraient avec des malédictions aux lèvres. Leurs cadavres s'agglutinaient en tas, à la boue, aux excréments, aux détritus accumulés contre les murailles. La vraie faim, croyez-moi, c'est cela. Presque aussi atroces avaient été les mois précédant la famine, le temps des rumeurs, puis de la certitude terrible. « Je m'en souviens, j'étais née, » protestait Ursule. « Vous étiez trop petite pour être conscient de ces événements. Monsieur de Tourny, comme toujours, avait voulu se donner le beau rôle, alors qu'on n'échappe pas au fléau du destin. »« Je m'en souviens, » insistait Ursule en mordillant une mèche de ses cheveux. « J'avais 3 ans et j'avais faim, maintenant j'en ai 13 et toujours aussi faim. » Mon père n'aimait pas le marquis de Tourny, ni le père ni le fils. Le premier pour ses idées prétendument modernes, le second pour son manque d'idées.
Dans le conflit qui avait opposé l'intendant d'Aquitaine à M. de Montesquieu, il était tout entier pour le magistrat. Les plans de démolition de M. de Tourny père, outre qu'ils entamaient les bâtiments du Parlement, avaient considérablement modifié l'allure de la ville. « M. de Tourny a détruit pour construire », corrigeait ma mère lorsque, par inadvertance, elle prêtait attention. « Des constructions géométriques. Le rectiligne est une infamie, la marque rédhibitoire du néant de la créativité humaine. Ne pouvoir rien inventer de plus que de rogner les angles et aplatir les courbes. J'ai connu Bordeaux, avant l'arrivée de M. de Tourny. Un labyrinthe. Les maisons de pans de bois étaient à surplomb, resserrées à l'intérieur de l'enceinte, empilées les unes sur les autres pour laisser la place aux 3 forteresses, le fort de Sainte-Croix, le château Trompette, le fort du A, disions-nous en chœur. Et surtout, continuait mon père, aux 35 couvents dont s'enorgueillissaient les Bordelais, au lieu qu'ils sont fiers aujourd'hui de leurs jardins publics et des cafés des allées de Tourny. On dit que la place royale est superbe, soutenait ma mère qui ne sortait jamais de la maison. Ursule et moi, nous étions d'accord. La statue du roi Louis XV, la vue sur la courbe du port de la Lune, la perspective du côté des Salinières, tout faisait plaisir sur la place royale. Nous l'aimions brillante de soleil ou luisante de pluie, avec ses pavés comme des coquillages incrustés. « Et le château Trompette ?» ai-je interrogé. « Il ne va pas disparaître, au moins ?» Ce lieu, sans nom, sonnait à mes oreilles comme une formule magique, la joie proclamée d'une citadelle faite de musique. De là-haut, il était splendide de regarder le mouvement des bateaux et joyeux de courir entre les colonnes, de se pencher sur la plateforme, de fermer les yeux, en s'imaginant qu'on était en train de tomber ou de s'envoler. Qu'une ville change, je n'y vois pas de scandale, à condition qu'on n'y lise pas la marque de l'arrogance des hommes et que les édifices modernes ne soient pas inspirés par l'immortalité. Malheureusement, c'est souvent le cas. Le comble, ce grand théâtre ordonné par le maréchal de Richelieu. Mais sur ce chapitre, je préfère me taire, surtout en présence des enfants. Mon père avait en égale détestation les théâtres et les miroirs qui pareillement prétendent ajouter à la création, la multiplier. Et comme le grand théâtre de Bordeaux, que construisait Victor Louis, était calqué sur le modèle de celui de Paris, cela paraissait à ses yeux un redoublement de vanité. Quant au maréchal de Richelieu, le fameux gouverneur d'Aquitaine, on n'en parlait guère à la maison. Seule sa fille, la comtesse d'Aiguemont, une personne vertueuse qui tenait auprès de son père le rôle que sa mère morte ne pouvait assumer, méritait d'être mentionnée. Pour son entrée à Bordeaux, le 4 juin 1758, nous nous étions tous déplacés, même ma mère, mais la foule lui avait fait rebrousser chemin. Moi, j'étais restée jusqu'au bout et je ne l'ai pas regretté, bien que trop petite pour voir quoi que ce soit, seule la musique me fut accessible. Ursule, pour l'occasion, s'était faite aussi belle que possible. Elle avait cousu une multitude de rubans sur sa robe défraîchie et garni son étroit décolleté d'une fleur de lilas. Pour mieux voir, elle s'était perchée sur une borne. Le maréchal de Richelieu avait décidé de faire son entrée par la mer. Il était arrivé de Blaye sur un vaisseau pavoisé, sa suite était repartie dans des barques aux voiles multicolores. Toute cette flotte, décorée de drapeaux et de guirlandes de fleurs, progressait dans le sillage d'un bateau où jouait une fanfare militaire. Bousculée, anxieusement accrochée à la main de mon père, je reçus avec émotion les premiers accents de cette musique. Elle flotta longtemps au loin avant d'exploser à mes oreilles. Alors, dans un soudain tintamarre, le château Trompette et tous les bâtiments du port donnèrent du canon. Ce fut mon grand moment, une sorte d'éblouissement sonore. Le reste me vient d'Ursule juchée sur sa borne. Le maréchal, selon elle, était d'une grande beauté, d'une prestance incomparable. Après sa réception, place royale par le Parlement, il était passé sous l'Arc de Triomphe, construit spécialement pour lui, et s'était rendu à cheval, suivi de la noblesse de la ville et de sa maison, à la cathédrale Saint-André. L'archevêque était venu à sa rencontre. Debout, au fond de l'église, j'avais entendu les chants merveilleux du Te Deum de Lévince, celui même qui avait été composé pour le sacre de Louis XV. « Quelle impertinence !» maugréait mon père,
Quelle façon grossière, blasphématoire même, de se proclamer roi à son tour. Il nous obligea à rentrer à la maison sans attendre les illuminations et la distribution d'aumônes. Au soir de cette grande journée, il y avait eu un dîner de 400 couverts, auquel le public avait eu le droit d'assister, et puis la table avait été livrée au peuple. Pendant plusieurs jours, les façades des édifices tendus de papier et d'étoffe avaient gardé leur habillement. Bordeaux était bariolé. Je n'avais pas goûté aux miettes du festin, mais j'eus le plaisir des couleurs. Mon père avait tenu à saluer, en la personne du maréchal-duc de Richelieu, l'émanation du roi de France, le petit-neveu du célèbre cardinal et le vainqueur de Fontenoy et de Port-Mahon. Il n'avait que mépris pour le libertin exécrable dont il avait depuis son plus jeune âge la renommée et qu'il n'allait pas tarder à confirmer sur place. D'ailleurs, après sa grandiose entrée, il s'avéra que le maréchal-duc était dans un état d'épuisement total, et l'on disait que ses efforts sur le champ de bataille n'en étaient pas la seule cause. Richelieu recourut au bain de lait, d'où une peur dans Bordeaux, personne ne voulant plus boire de lait, alla faire une cure à Bigorre et découvrit ce qui le guérit, les bienfaits du vin de Bordeaux, que tout le monde appelait depuis la tisane de Richelieu. Si ces frasques n'entraient pas dans le registre des conversations familiales, elles défrayaient la chronique bordelaise. Dans les rues, sur les places, aux fontaines, il n'était question que de lui, de ses dépenses, de ses folies, de la cabane de Filet, sa salle de jeu privée, où naissaient et s'annulaient en rien de temps des fortunes colossales. Ursule affirmait que le maréchal était chaussé de souliers à talons rouges hauts comme des échasses et que son carrosse était recouvert de miroirs. Elle disait d'autres choses aussi à propos du gouverneur libertin, des choses obscures. Elle me chantonnait des bouts rimés auxquels je ne saisissais rien. Le maréchal ne se privait pas d'insulter les Bordelais. Ursule avait du goût pour cette histoire. Lors d'une audience, des bourgeois avaient réclamé auprès de Richelieu qu'il fît chasser de la ville les catins qui l'infestaient. « Il faudrait donc, avait répondu Richelieu, que j'en chasse toutes les femmes. »« Catin ?» lui ai-je demandé. « Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est lié à câlin ?» ?»« Exactement. La catin est une femme qui prodigue des câlins dont aucun n'est gratuit. » Ça ne m'éclairait pas. Imagine, on dit que chacune des pièces de son hôtel, rue de la Porte-Dijon, possède une cheminée et au moins un miroir. Pas une salle où il ne puisse se chauffer et se regarder. Et quand il va vers son carrosse, il se voit s'avancer. Cet homme ne se perd pas de vue une seconde, tu te rends compte ? À la différence d'Ursule, l'absence de miroir chez nous ne me gênait pas. Elle, partout où elle se trouvait, cherchait à attraper ne serait-ce qu'un fragment de son reflet. Dès qu'elle apercevait une fenêtre vitrée, elle s'approchait, faisait 1000 mimiques avec sa bouche, ses yeux, puis elle reculait, me plaçait devant elle et me poussait à m'admirer. « Toi aussi, Apolline, tu es jolie. Je suis sûre que tu ignores même la couleur de tes yeux. Allons, dis-moi, je n'ai pas raison ?» Je cédais au péché de coquetterie, me portais complice des œuvres du diable. Troublée, le nez contre la vitre, j'essayais en vain de distinguer mes traits, mais à l'instant où ma sœur, avec brusquerie, m'éloignait, je m'apparaissais. Et j'aurais voulu rester longtemps devant la petite fille aux yeux bleus qui me fixait. « Tu es belle comme un cœur », riait Ursule. Elle avait repris sa place et s'appréciait en détail. Ursule avait les yeux noirs et les cheveux blonds roux, moi les yeux clairs et les cheveux châtain foncé, presque bruns, comme s'il s'était produit entre nous une inversion ou une confusion dans la répartition de nos attributs physiques, et que ces yeux bleus qu'elle me disait d'admirer auraient dû être les siens. Mes pieds étaient démesurés par rapport à ma taille, alors qu'elle, grande pour son âge, avait le pied et la main exquisement petits. Sûre que je ne me félicitais pas de ma pointure, mais elle me renforçait dans l'intuition obscure que nous appartenions, ma sœur et moi, au règne de l'indivisible. Parfois, nous demandions, Ursule, Marie-Jeanne, Adrienne et moi, à jouer dans le jardin. Les grands jours, nous allions plus loin, jusqu'au chemin de Bègle. C'était notre quartier, du côté du faubourg Sainte-Croix, au-delà des anciens murs de la ville, entre terrain vague et palu, nous appelions ainsi le Marais,
dans une étendue indécise que je croyais un lieu fertile par excellence puisque les têtards y prospéraient. Je refusais, de tout mon émerveillement à observer sauter les grenouilles, les fadaises des médecins hygiénistes d'après lesquels s'exhalaient des marais, des miasmes et des vapeurs méphitiques. Nous attrapions la fièvre dite palustre, rien de grave. Nous étions au moins aussi fortes que les grenouilles. Un peu de quinquina et nous retournions gambader sur le chemin. Nous attendions que passe un voyageur. S'il en venait un, nous le saluions et le regardions s'éloigner. Secoués par la force de l'événement, nous restions longtemps silencieuses, toutes les quatre assises côte à côte, toujours sur la même pierre, en rebord de palus. Quelquefois, Ursule faisait semblant d'emboîter le pas du voyageur. Elle le suivait un moment, imitant son pas lourd, régulier, prenant l'allure de qui porte un fardeau, tandis que nous crions de nos voix grêles « Ursule, 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 reviens !» Elle faisait plus ou moins durer le jeu et, soudain, dans un volte-face, nous revenait. Nous battions des mains de soulagement. Quand nous étions un peu remises, nous coupions des roseaux pour en faire des flûtes et nous rentrions toutes ensemble à la maison, chacune sifflant son air. Je vivais dans l'excitation de l'envie de jouer. Une fièvre qui était tantôt celle des marais, tantôt l'étreinte du bonheur. Ursule n'arrêtait pas d'inventer de nouveaux jeux. Je m'endormais le visage dans ses cheveux. Le sommeil nous prenait au milieu de nos chuchotements, nos messes basses, comme disait notre mère avant de replonger dans ses propres chuchotements. Il n'existait que les saisons. Le temps du calendrier nous était étranger. Parmi les objets les plus précieux de notre demeure, il y avait un calendrier perpétuel. Parfaite réplique, paraît-il, de celui qui avait été conçu spécialement pour le roi. Nous l'appelions, Ursule et moi, le calendrier du roi. Dans cet esprit d'éternité et de confiance en la fatalité, quand notre père s'aperçut qu'Ursule était bien grandie et qu'elle avait atteint et même dépassé l'âge d'apprendre des rudiments d'écriture et de lecture, il nous mit toutes quatre à l'école, un rassemblement d'enfants pouilleux, pour la plupart enfants de marins. Ils connaissaient à peine leur père. Leur mère, comme c'est fréquent dans ces pays de bord de mer où les femmes vivent en veuves, était livrée au diable. Elle s'envolait chaque nuit pour le sabbat et revenait au matin se poser, légère, enfiévrée et ravie par les caresses du séducteur auprès de leur progéniture en pleurs. J'étais trop petite pour faire partie de la classe. Je restais assise dans un coin derrière les autres enfants. Je jouais avec les bouts de paille qui jonchaient le sol, ou bien lorsque la musique me plaisait, je répétais des morceaux de leçons. « Es-tu écolier ? Oui, je suis écolier. Es-tu lépreux ? Non, je ne suis pas lépreux. As-tu le mal des ardents ? Oui, j'ai le mal des ardents. » Sur ces mots, les enfants sautaient, criaient, dansaient en rond. Ursule faisait de rapides progrès. Marie-Jeanne et Adrienne suivaient comme elles pouvaient et moi je ne m'ennuyais jamais. Mais un jour on nous retira de l'école. Mon père avait appris que le maître exerçait simultanément le métier de cabaretier. Il en fut outré et accepta de prendre sur son précieux temps pour nous éduquer lui-même. Il nous enseignait le calcul et nous lisait l'histoire sainte. Pour le reste, il trouvait que ma mère y suffisait, car elle avait une bonne écriture et brodait comme une fée. Elle se faisait un devoir et une fierté de transmettre ses mérites à ses filles. Marie-Jeanne et Adrienne lui en étaient reconnaissantes, elles s'appliquaient, tandis que la seule voix de notre mère nous appelant pour venir broder donnait à Ursule des convulsions. On la traînait toute bleue à son tambour. « Je veux apprendre autre chose !» criait-elle en se tordant de fureur. « Pas la broderie !» La dot de ma mère nous entretint quelques années, puis la charité régulièrement assurée par le seigneur du lieu, M. Favard de Malmort, un grand propriétaire de vignoble, prit la relève. Je dois ajouter discrètement, car ma famille, des côtés tant de mon père que de ma mère, avait, quoique bourgeoise, toujours joui d'une grande respectabilité et longtemps son aisance avait été manifeste. De cette aisance ancienne, nous, les enfants, ne devions connaître comme preuve tangible que le tombeau familial. Et c'était peut-être pourquoi, tout autant que pour le culte rendu à la grand-mère cavalière, il constituait le but de nos sorties. Monsieur Favard de Malmort craignait de blesser mon père. Bien à tort,
car dans les vieux habits et les corbeilles de légumes et de fruits qu'une servante portait à ma mère et qui la brûlait de honte, mon père discernait la main de Dieu, la manne inépuisable de la création, et il se prosternait en son cœur. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement ? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment, ni ne moissonnent, ni n'amassent dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas, vous, beaucoup plus qu'eux ? Qui d'entre vous, à force de soucis, peut ajouter à son âge une seule coudée ? Et du vêtement, pourquoi être en souci ? Observez les lys du champ comme ils croissent. Ils ne se donnent pas de peine, ils ne filent pas. Oui, voyez-les, Apolline, ma fille. Admirez cette liberté, cette grâce, cette blancheur épandue à plein champ. Pas même Salomon dans sa gloire n'a été vêtu comme l'un d'eux. Louez, ne soyez que louanges. Bannissez l'ambition, la cupidité, la démence de possession. Laissez-vous griser par le parfum des lys. Fermez les yeux, oubliez tout. Soyez heureuse. Mon cœur cognait de joie. Je demandai la permission de quitter notre petite table installée à côté du bureau de mon père et je courais à la fenêtre. Les palus étaient dans la brume. Il n'y avait rien à voir. Bientôt j'aurais 10 ans et quelques jours plus tard ce serait Noël. Les paroissiens, après la messe de minuit, prendraient ensemble le chemin de l'hôtel de Malmort, même les éclopés et les plus miséreux. Après avoir suivi un moment le chemin de Bègle, longé l'hôpital des Incurables, nous nous enfoncions dans un terrain sableux, nous marchions, soudés les uns aux autres. J'avais peur. Je confondais le brillant des étoiles avec les yeux des loups. « Il faut craindre les loups, » disait mon père. « Mais ils sont sur terre, pas au ciel. » Curieusement, ces paroles me rassuraient. Le curé marchait en tête, lui seul était éclairé. Le reste avançait à tâtons, et quand quelqu'un se prenait à une branche basse, on entendait un juron aussitôt étouffé. Cette nuit était unique. Chacun en était conscient. Pour moi, sa splendeur se pressentait quand nous posions le pied sur le sol pavé de la rue Saint-James. Mais elle éclatait quand nous arrivions devant la haute porte sculptée. Découpée dans la lumière des flambeaux, celle-ci avait en son milieu un gigantesque heurtoir de cuivre dont le dessin, entrelacs de feuilles, de fleurs et de grappes de raisin, m'émerveillait. Mon visage était juste à sa hauteur et je me faufilais pour me délecter des détails de cette splendeur qui s'offrait à moi, tel un condensé de tout ce que la vie allait m'apporter de meilleur. Je la dévorais des yeux tout le temps qu'il fallait à notre petite troupe pour se réunir. Quand enfin c'était chose faite, alors le curé, m'écartant d'un geste affectueux, soulevait à pleine main la lourde couronne de feuillage et de grains dorés qui retombait avec un bruit de tonnerre. J'étais presque morte de bonheur. La scène qui suivait m'achevait. Elle s'ouvrait à l'instant où nous pénétrions dans une grande salle en boiserie. Les yeux clignotants, nous nous trouvions face à une immense table couverte de toutes les victuailles de la terre. Chapons, poissons, poulardes, canards, oies, pintades, perdrix, quartiers de porc et d'agneau, pâtés, saucisses, huîtres, foie gras, fricassés, bécasses et mauviettes. D'abord, personne n'osait s'approcher. Puis, à l'invite du Seigneur, après quelques discours écoutés en salivant, c'était une ruée désordonnée. Adrienne, toute barbouillée de gelée, courait autour de la table et ralentissait à peine pour saisir n'importe quoi au passage, tandis qu'Ursule, repue, un peu malade d'avoir pour une fois mangé à sa faim, suivait du bout d'un doigt sur la nappe brodée le motif d'un bouquet. J'eus 10 ans et ce fut Noël. Mais celui-ci sonne comme un deuil dans ma mémoire. La veille de mon anniversaire, qui se célèbre le 5 décembre, Ursule disparut. Comment était-ce possible ? Qui nous l'avait volée ? Où se cachait-elle ? Pourquoi nous avait-elle quittés ? Elle m'avait pincé tout pareil les jours précédents, et ses colères, au perpétuel retour de nos repas de pénitence, ne s'étaient pas distinguées par une violence particulière. Certes, elle avait bien dit, avant de sombrer la tête dans son écuelle, « Nous n'aurons donc jamais rien de bon à manger ». Sa remarque était étonnante parce que justement nous étions en train de nous délecter d'une ouaille à la paysanne.
Le pot Hawaï en faïence rouge et blanc, la plus belle pièce de la maison, avec le calendrier perpétuel, exceptionnellement, était plein. Il y avait eu aussi l'incident de la robe. C'était peut-être le motif de sa fuite. Une baronne organisait régulièrement des bals de charité permettant à des garçons et à des filles désargentées, mais de familles honnêtes, de faire connaissance. Notre famille avait acheté en commun avec 2 autres, dont les filles avaient l'âge d'Ursule, une robe de bal. Celle-ci, que l'on avait choisie un peu vaste, sur notre sœur elle faisait l'effet d'une chemise de nuit, circulait entre les foyers. Ainsi, les jeunes filles allaient danser 1 fois sur 3. « C'est mieux que rien », susurrait ma mère en disposant des roses sur l'autel de la Vierge. Or, Ursule tomba malade de la petite vérole, la picote, comme nous disions, une maladie qui, d'après mon père, permettait une heureuse d'épuration du sang, la séparation d'avec les humeurs vicieuses que tout individu apporte en soi à la naissance, et manqua son tour de robe. Lorsque guérie, elle exigea de danser 2 fois de suite, ses partenaires lui opposèrent un refus net. Ursule, hermétique à la leçon des Lys des Champs et furieusement en souci du vêtement, entra dans une colère dévastatrice. Elle en eut le hoquet et des plaques rouges sur son visage encore marqué de quelques taches. Puis elle fut très abattue. Elle ne parlait à personne et semblait ne se préoccuper que de retrouver, grâce à un baume fait de limaçons pilés avec leurs coquilles et de sucre candi, une peau presque intacte. C'est peu après cet incident que nous l'avions perdue. Mes sœurs croyaient en cette histoire de robe et qu'Ursule était partie de dépit, pas moi. Une histoire de bal et de déception, cela me semblait indigne d'elle. Adrienne et Marie-Jeanne, sans se réjouir hautement, il n'y avait rien de haut en elles, n'étaient pas mécontentes d'être libérées de la tyrannie d'Ursule. Elles ne se doutaient pas que, privée d'Ursule, elles n'auraient plus l'écran de ses inventions, sa cruauté maligne entre elles et la simple poisse, le lot commun des enfants qui ont faim. D'abord, je ne me suis pas inquiétée. Je cultivais la pensée douce qu'Ursule s'était égarée en allant chercher pour moi un cadeau d'anniversaire. Mais comme elle ne revenait toujours pas, je succombais à une certitude affreuse. Ma conviction était qu'il nous l'avait volée, car il n'y avait pas seulement l'histoire de la robe. Il y avait aussi l'affaire des marchands de poupées. Après beaucoup de rumeurs et de récits effrayants, les voleurs d'enfants avaient atteint la province. À Paris, ils y allaient franchement. À la tombée du jour, dans les noirs dédales au cœur de la ville, des soldats enlevaient des petits innocents. On volait les enfants des pauvres pour les saigner. Avec leur sang, on soignait la lèpre des riches. « La lèpre des riches, tu parles » avait ricané Ursule. Comme si les riches étaient assez idiots pour attraper la lèpre. Les riches ne souffrent que de vapeur ou d'indigestion. La lèpre, la peste, le choléra, la phtisie, le scorbut, les scrofules, la gale, le prurigo, la teigne, c'est pour nous. Elle oubliait la peur, la maladie de la peur. J'en étais empoisonnée. On apprenait de Paris que les femmes en panique rentraient leurs enfants dans les maisons, les tenaient serrés contre elles, hurlaient dès qu'un individu louche les approchait. On disait aussi, plus bas, que ces horreurs restaient impunies parce que, en réalité, ces enfants étaient enlevés et saignés par ordre du roi, pour son usage. Dans ma tête, les mots de prince du sang devenaient prince de sang, et les cérémonies princières dont mon père nous lisait quelquefois le compte-rendu dans la Gazette de France tournaient en sacrifice humain. Cependant, tout continuait de se passer à Paris. La province aurait dû dormir tranquille. Elle ne le pouvait pas. Toulouse, la première, fut frappée. Des jumeaux, un garçon et une fille, furent enlevés sous les yeux de leurs parents. Les soldats à cheval s'enfuirent avec les enfants. À Bordeaux, la terreur s'était introduite sur un air de fête foraine. Elle s'était insinuée dans la ville sous les apparences d'un bonheur. Il était arrivé, dans la nuit, des marchands de poupées de chiffon, des poupées aussi grandes que nous, d'immenses poupées fleurs. Elles avaient des jupes multicolores, des cheveux en grosses laines vertes ou jaunes. On les apercevait de loin. Nous avions couru vers elles. Mais sur place, devant l'étalage des marchands, notre fascination avait dévié sur une encore plus merveilleuse merveille, des pantins et des pantines. Que Pantin serait content s'il avait l'art de vous plaire, que Pantin serait content s'il vous plaisait en dansant. C'est un garçon complaisant, gaillard et divertissant, et qui, pour vous satisfaire, se met tout en mouvement. Chantaient les marchands en faisant se mouvoir les figurines en carton peint.
Des bergers, des bergères, des mitrons, des savoyards, mais aussi arlequins et arlequines, rieurs et masqués, revêtus de leurs habits en losange. Elles étaient désarticulées. Quand on tirait sur un fil, elles s'agitaient dans tous les sens. « Vous les accrochez sur la cheminée, au ciel du lit ?»« À la croisée des fenêtres, avec Pantin et Pantine, c'est tous les jours carnaval !» criaient les marchands. « Oh, s'il vous plaît, nous voulons un Pantin et une Pantine, arlequin et arlequine. Comment ça marche ?» Ursule avait fait la conquête d'un jeune garçon penché vers elle et lui démontrait la danse des pantins. Que Pantin serait content s'il avait l'art de vous plaire, que Pantin serait content s'il vous plaisait en dansant. La foule grossissait, une foule curieuse, amusée. Les marchands tiraient sur les ficelles, les membres s'animaient en mouvements saccadés, symétriques. Les enfants observaient bouche bée, irrésistiblement attirés par les poupées de carton. Les parents reprenaient encore la chanson, scandée à coups de sabot. Les enfants s'approchaient des marchands, ils demandaient, comme Ursule, à toucher les pantins. Les marchands les encourageaient. J'entendis un cri. « Mon enfant! Rendez-moi mon enfant !» Une femme se jetait sur un homme qui avait assis son fils sur un genou, tandis que de sa main libre, il faisait danser un pantin. Dans l'instant, le vent tourna. Les marchands de jouets devinrent des monstres assoiffés de sang. Hommes et femmes les attaquèrent. On leur arrachait les cheveux, voulait les assommer, leur crever les yeux. Plus tard, ce soir-là, dans un coin de la chambre, Ursule déboutonna le haut de sa robe. Elle avait, collé contre son torse, une arlequine. Détachée d'elle, Arlequine tomba inerte. « Oh, je lui ai froissé la cheville » murmura Ursule en lui caressant la jambe. « Tu es folle! Les voleurs vont chercher à la récupérer. Ils vont la prendre et nous avec elle. Comment veux-tu qu'ils nous trouvent? Ils t'ont suivi jusqu'ici. » « Me suivre? Tu as vu la haine des gens? Ils sont de la chipolata à l'heure qu'il est. Et même s'ils nous volaient, la belle affaire, ça nous ferait voyager. » Ursule disparut. Je n'arrêtais pas de penser aux voleurs d'enfants. J'hallucinais le couteau creusant une large entaille et le sang précieusement recueilli, le sang d'Ursule. J'appelais au secours dans mes rêves. Un homme brandissait le couteau, j'apercevais les yeux fous, le rictus, il enfonçait le couteau dans un corps, le corps était celui d'un nouveau-né, le corps était celui d'Ursule, nue, comme lorsque nous nous baignions dans la Garonne. Je m'éveillais en larmes, je sentais la main de mon père qui me caressait les cheveux, sa voix si basse, si douce, essayait de me consoler. Pour ajouter au péril des voleurs d'enfants, un mystérieux incident vint achever de me troubler l'esprit. 3 petites filles du catéchisme, Perrine, Berthe et Gabrielle, périrent victimes d'une sorcière. Tandis qu'elles sortaient de la chapelle, une vieille femme avait surgi de l'ombre du porche et secoué un mouchoir noir. Une senteur horrible les avait presque asphyxiées. La vieille femme s'était éclipsée et peu après, les petites filles avaient commencé à se dessécher. Elles partirent en poussière, comme des parchemins. Je n'osais plus sortir, même au jardin. Encore moins... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.